Bonjour à tous, il est 11 heures. On va se laisser une minute avant de commencer, mais merci déjà aux très 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 nombreux inscrits et à l'heure parmi vous. On avait quasiment 500 inscrits pour cette session, donc on laisse venir les quelques retardataires et on commence à 11h01. Allez, ne perdons pas de temps, le programme est dense. Ravi de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, je vous parle non pas de nos bureaux parisiens, mais je vous parle de la Savoie. Je suis dans les Alpes. Je vous ai laissé l'ambiance chalet derrière moi. J'espère que ça vous va et que ça vous fait voyager un petit peu. Et puis, comme vous le voyez sur mon nom et intitulé de poste, il est en néerlandais. Mais donc, je suis bien Jules Vera, le dirigeant et cofondateur de Stoic. Et je suis accompagné aujourd'hui de Vincent, que je vais laisser se présenter avant d'introduire ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Guyenne, je suis le directeur cybersécurité de Stoic. Et donc aujourd'hui, c'est parti pour un rendez-vous annuel qu'on a avec Vincent et qu'on adore avoir avec vous, puisqu'on sort aujourd'hui même notre rapport de sinistralité 2025, où on va rentrer dans les détails sur tous les incidents de sécurité qu'on a pu voir sur l'année passée, et il y en a eu beaucoup, et les grandes tendances qui s'en dégagent, les grands enseignements qu'on peut en tirer sur l'année 2026. Donc on a un agenda qui est assez dense, mais on a prévu du temps pour des questions, des réponses, donc n'hésitez pas à utiliser les canaux à votre disposition. Il y a un canal chat qu'on va surveiller, il y a un canal questions sur lequel vous pouvez poser vos questions directement. On les surveille. On a aussi Antoine Vallée de notre équipe de réponse à incidents qui pourra vous répondre sur le chat directement. Donc, posez toutes les questions. Le but, c'est que ce soit interactif. Vous êtes très, très, très nombreux et c'est super, mais n'hésitez pas à les poser. Et donc, moi, je vais essentiellement faire un petit mot d'introduction sur Stoic, vous rappeler où on en est, ce qu'on fait et comment se développe cette aventure depuis maintenant 5 ans. Et ensuite, je laisserai l'expert, Vincent, notre directeur de la cybersécurité, vous présenter les principaux enseignements sur les sinistres de l'année dernière. Oui, Eric, il y aura la présentation qui vous sera envoyée à la fin, si je ne dis pas de bêtises. Anne ne nous entend pas, mais j'ai l'impression que les autres nous entendent, donc je continue. Un mot sur Stoic, puisque certains d'entre vous nous suivent depuis un moment. Donc Stoic, c'est une aventure que j'ai lancée avec mes associés en 2021. À l'origine, il n'y avait pas grand-chose. On avait juste envie euh, de protéger le plus d'entreprises possible contre les cyberattaques. On voyait ce qu'on continue de voir aujourd'hui, c'est des volumes considérables d'attaques sur nos tissus économiques français et européens contre des entreprises qui sont mal préparées face à ces attaques. Et donc, on a créé un produit qui associe une couverture d'assurance avec des outils de cybersécurité et une expertise en cybersécurité. Et c'est l'approche de Stoic depuis le premier jour, passer par des courtiers en assurance pour distribuer notre couverture d'assurance à des PME, à des ETI, jusqu'à 1 milliard et bientôt plus de chiffre d'affaires, le plus possible. Et ensuite, ces entreprises-là, les aider à se protéger pour que le sinistre n'arrive pas, ou pour que, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, quand un sinistre arrive, quand un incident arrive, il soit pris en main vite, de manière efficace, dans son intérêt, pour qu'il puisse repartir le plus vite possible, et dans notre intérêt aussi à nous, Stoic, puisque nous les assurons. Nous n'avons pas envie d'en couvrir les dégâts, même si c'est ce qu'on fait tous les jours avec notre couverture d'assurance. Et donc aujourd'hui, après 5 ans, nous sommes un peu plus de 130 dans cette entreprise, plus de 2000 entreprises de courtage ont vendu au moins un contrat Stoic, ça devient beaucoup et c'est génial. Et ça fait plus de 11 000 entreprises protégées. Ce chiffre va grandir vite parce que il y a 700 à 800 nouveaux assurés qui nous confient leurs risques chaque mois. Donc je pense qu'on sera autour de 20 000 à la fin de l'année.
Et c'est grâce à vous, hein, évidemment, nos partenaires de distribution, courtiers. Alors, je pense qu'il n'y a pas que des courtiers, il y a aussi des partenaires informatiques qui sont aussi nos partenaires dans cette démarche, que nous arrivons à faire ça. Et Stoic s'est lancé en France en 2021, c'est vite étendu dans d'autres pays, en Allemagne, où l'Allemagne représente 40% de notre activité aujourd'hui, c'est bien assez gros. On va devenir le leader en Allemagne comme on l'est déjà en France aujourd'hui, puis en Autriche, en Espagne, en Belgique, et très bientôt dans un nouveau pays que je ne vous annonce pas encore. Voilà, nos partenaires, c'est les mêmes depuis longtemps. Swiss Re, qui est le premier à nous avoir fait confiance, le deuxième réassureur du monde, Munich Re en tant qu'investisseur, qui est le plus grand réassureur au monde, Tokio Marine, qui porte une partie du risque en coassurance avec d'autres porteurs de risque. Et tout ça nous permet d'avoir une assise forte et de pouvoir nous développer sur des bases solides avec des partenaires de confiance. Je réponds à la question de Sébastien tout de suite. Stoic ne vend jamais et strictement jamais un contrat en direct. Il y a toujours un intermédiaire, courtier ou banque assurance en intermédiaire. Jamais nous ne distribuons un contrat en direct à un client. C'est sur ce réseau que j'ai construit l'entreprise et que repose la force de notre entreprise aujourd'hui et pour l'avenir. C'est quelque chose qui ne sera jamais amené à changer. Voilà, j'en dis pas plus sur Stoic. Évidemment, si vous avez des questions, oui, avec des banques, on a un partenariat avec BNP Paribas, Christian, qui est depuis 4 ans, donc BNP, mais agit en tant que courtier et distribue Stoic à ses clients avec son cabinet de courtage interne. La mission, c'est celle d'être on a gardé un terme anglo-saxon pour que ça marche partout en Europe, le CISO de l'Europe, le RSSI de l'Europe, c'est-à-dire l'acteur sur lequel l'Europe se repose pour savoir que son tissu économique est entre de bonnes mains. On veut être celui qui porte le risque de centaines de milliers d'entreprises et qui, étant celui qui porte le risque, est à même de recommander les bonnes mesures de sécurité à mettre en place pour éviter que les sinistres n'adviennent. Et c'est toute notre force, et je vais laisser la parole à Vincent sur ces mots, c'est toute notre force chez Stoic, c'est qu'on les voit, les sinistres. On les gère, nous, donc on sait ce qui fait mal aux entreprises, on sait comment les attaquants rentrent, on sait les dommages que ça crée, on sait combien ça coûte, et donc on sait comment les prévenir. Si on gère de tels volumes, on sait se dire ce qu'il faut pour éviter que les sinistres ne continuent d'arriver. Et c'est tout le cercle vertueux de Stoic, hein, assurer, avoir cette visibilité et cette compréhension du risque pour pouvoir ensuite mieux protéger les entreprises, toujours avec nos courtiers partenaires. Je n'en dis pas plus et je laisse Vincent vous révéler les premières données de notre rapport de sinistre 2025. Merci Jules. Alors effectivement, on va rentrer assez vite dans le vif du sujet avec une première grande statistique. La première, c'est la fréquence des sinistres. Alors vous pouvez le voir, hein, la fréquence de sinistres a fortement augmenté. On était aux alentours des 4% en 2023 et en 2024. Là, on fait un bond à 10,56%. Alors ça s'explique de plusieurs manières différentes. Bien sûr, première explication, c'est tout simplement l'intensification des menaces. Oui, il y a plus d'attaques. Il y a des attaques qui sont automatisées. On a une efficacité accrue côté cybercriminel pour pouvoir propager rapidement un bout de code malveillant et donc pour pouvoir réaliser leur attaque de manière plus large. Donc ça, c'est une première explication. Mais ce n'est pas la seule. L'autre explication, c'est également qu'on a une meilleure capacité de détection. Vous le savez, on distribue depuis un peu plus d'1 an maintenant le service Stoic MDR, donc qui nous permet de monitorer, de manager les EDR, les agents de sécurité déployés sur les systèmes d'information des assurés. Et puis, on a également pas mal d'autres efforts qui ont été menés dans l'année écoulée pour renforcer notre capacité de détection sur tout ce qui est fuite de données, notamment tout ce qui va être identifiant, qui ont pu être volés par ce qu'on appelle des infostealers. Je vous redéfinirai un petit peu tout ça plus tard. Mais globalement, voilà, on a une meilleure capacité de détection, ce qui, intrinsèquement, ça veut aussi dire que si on a une meilleure capacité de détection, on voit plus de choses et donc, in fine, il y a plus de sinistres qui vont être déclarés. Donc ça, c'est la deuxième grande composante de l'augmentation de la fréquence de sinistres. Et la troisième, c'est tout simplement que nos assurés commencent à bien mieux comprendre leur contrat d'assurance. Ils ont moins de doutes
sur le fait qu'on peut faire une levée de doute, justement, sur le fait qu'il y aura 0 € engagé par le fait de nous appeler, qu'il n'y a pas d'impact sur la prime, etc. Et donc, on constate des meilleures pratiques de reporting, de notification, où les assurés nous déclarent finalement plus de sinistres que sur les années précédentes. Donc, J'insiste sur un point, pardon Vincent, je te coupe, mais ce que tu viens de dire est crucial. On fait beaucoup d'éducation, d'évangélisation par l'intermédiaire de nos courtiers partenaires sur ce point qui est essentiel. L'enjeu de Stoic, c'est que les sinistres, à la fin, fassent le moins mal et donc coûtent le moins cher aux assurés. Et c'est pour ça que, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, Stoic non seulement ne met aucune franchise sur la gestion des incidents, mais s'engage même à ne jamais opposer une déchéance de garantie dans le cas où les garanties n'auraient pas été respectées sur la partie de la gestion de crise. Donc même si on se rend compte qu'un client a déclaré qu'il avait des sauvegardes, en fait il n'a pas de sauvegarde du tout, toute la remédiation et la gestion de crise sera prise en charge par Stoic et il n'y aura pas de déchéance de garantie, ce sera payé par Stoic parce qu'on ne veut pas qu'ils hésitent à nous appeler. Et c'est aussi ce qui explique l'augmentation de la fréquence, comme le dit Vincent. On ne veut pas qu'ils hésitent à nous appeler parce que plus ils nous appellent, plus on va pouvoir détecter des signaux faibles tôt. Et puis, on est tôt, effectivement, au moins ça coûtera cher par la suite, ou plus on sera efficace dans la capacité de réponse à un incident. Si on continue à regarder un petit peu toutes ces données-là, on peut identifier finalement des grandes catégories d'incidents. On a globalement environ 60% d'incidents qui sont liés à un email. Alors, quand on parle d'incidents liés à un email, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement tout ce qui est lié à de la fraude, tout ce qui est lié à de la compromission de messagerie. Vous verrez dans notre rapport, on parle de BEC, de Business Email Compromise. C'est le terme un petit peu technique pour parler de compromission de messagerie. Donc, une compromission de messagerie, c'est la compromission d'un compte email. On a tout ce qui est phishing, tout ce qui est ce qu'on appelle du malspam, donc c'est des malwares, des logiciels malveillants qui vont être diffusés par email. Donc bref, tout ça, c'est une grande catégorie d'incidents liés à un email. Donc comme vous pouvez le voir, ça représente 60% des sinistres qui ont été déclarés sur l'année 2025. Ensuite, on va avoir des compromissions d'actifs, qu'ils soient exposés sur Internet ou qu'ils soient internes. Quand on parle d'une compromission d'un actif, ce que ça signifie qu'on a un attaquant, un adversaire, qui a la main sur un système. Ce système, il peut être interne, un poste de travail, un serveur qui n'est pas joignable normalement depuis Internet, ou ça peut être justement un actif exposé sur Internet, il est donc joignable directement. Ça peut être un site web, typiquement. Ça peut être un service en ligne, n'importe quel type de service en ligne qui se retrouve être compromis. Donc, c'est cette distinction qu'on va avoir entre compromission d'un actif exposé et la compromission d'un actif interne. Donc, on voit compression d'actifs exposés 12%, interne 7%, ransomware 5%. Donc ça, je reparlerai par la suite. On va faire deux gros focus sur le volet ransomware et sur la partie incident lié à un email. Alors oui, les ransomware sont peu fréquents. On en a relativement peu, et je prends des grandes guillemets quand je dis peu, parce que vous allez le voir dans les chiffres après, c'est quand même assez conséquent. Mais comparé au reste, en tout cas des autres types de sinistres, c'est relativement peu, mais ce sont les incidents, les sinistres les plus impactants. On y reviendra dans quelques minutes. Dans la catégorie autres, on va retrouver plein de choses différentes. On va retrouver les dénis de service, donc le fait de rendre indisponibles certains services en ligne. On va retrouver le vol de matériel et on va retrouver également tout ce qui va être infection de système par un malware. Et là, je fais une petite distinction entre les infections et les compromissions. Les compromissions, comme je vous l'ai dit, ça implique qu'il y ait un attaquant qui a la main directement sur le système. À l'inverse, l'infection, c'est simplement un code malveillant, un virus, un malware qui a été déployé, qui s'est déployé sur le système cible. C'est pour ça qu'on a cette séparation de catégories. Donc voilà globalement sur la répartition entre les différents types de sinistres. En termes de répartition géographique, on a des petites inégalités. En France, on a atteint du coup 11,38% de fréquence de sinistres, quand sur notre marché Allemagne plus Autriche, on est à 9,24%. Et en Espagne, 11,33%. Donc l'Espagne est relativement proche de la France, mais on reste également sur un marché plus récent pour nous, avec des données qui continuent à se consolider. Donc on aura certainement des chiffres beaucoup plus fiables là-dessus l'an prochain.
Et donc, c'est pour ça que par la suite de cette présentation-là, je me concentrerai un peu plus sur les quelques différences qu'on peut noter entre la France et l'Allemagne et l'Autriche. Donc, typiquement, quand on regarde un petit peu les fréquences de sinistres réparties sur ces différentes régions, sur ces différents marchés, alors évidemment, les incidents liés à un email, ils sont devant pour tout le monde. Donc, que ce soit France, Allemagne, Autriche, tous les marchés, globalement, l'incident lié à un email a une fréquence très élevée. Je passe là-dessus. Là où ça devient très intéressant, c'est la partie ransomware. Alors, on pourrait se dire, OK, c'est pas grand-chose de passer de 0,5% de fréquence à presque 1% de fréquence. Sauf qu'en fait, ce n'est pas grand-chose, c'est quand même le double. On a quand même le double de ransomware déclaré, sur lequel, du coup, on a dû intervenir sur le périmètre allemand et Allemagne plus Autriche versus le périmètre France. Donc ça, c'est un premier constat assez intéressant. Difficile à expliquer. Moi, les quelques explications que j'ai, c'est tout d'abord en France, on a eu énormément d'efforts qui ont été mis par les autorités, par la police judiciaire, la gendarmerie, par le parquet cyber, bref, pas mal d'organismes différents pour faire vraiment de la lutte contre les ransomware. Et on a également une sorte de doctrine assez forte en France du non-paiement de la rançon. Et ça, c'est quand même assez marqué et on le retrouve peut-être un petit peu moins dans d'autres régions du monde. Et autre facteur qui nous semble assez important à noter, c'est malheureusement, je pense que vous l'avez tous vécu, vous en êtes tous des victimes, hélas, mais en France, on a énormément de fuites de données. On fait partie, je crois, du top 3 des pays pour lesquels il y a le plus de fuites de données. Et si on regarde vraiment sur les derniers mois, on doit être très très proche de la première place, hélas. Ce qui veut dire également qu'il y a peut-être un petit peu moins de pression possible par les attaquants, par les individus malveillants, sur le fait de payer la rançon lorsque le chiffrement est couplé à un vol de données. Donc, s'il y a un peu moins de pression, un peu moins d'intérêt, on va dire, pour des attaquants à attaquer des organisations françaises parce qu'on sait qu'elles sont moins susceptibles de payer. Chose qui est peut-être un petit peu différente dans d'autres régions du monde. Et typiquement, en Allemagne, on se rend compte que les organisations allemandes sont beaucoup plus proches, beaucoup plus sensibles vis-à-vis du RGPD, du Règlement général pour la protection des données à caractère personnel. Ce qui fait qu'il y a peut-être une sensibilité un peu différente sur le fait que les données ne doivent pas être publiées. Et donc une pression supplémentaire sur le paiement des rançons pour lutter contre la publication des données volées par les cybercriminels. Autre petit facteur qui nous semble également intéressant à noter, c'est l'interconnexion assez forte entre les différents systèmes industriels, les différentes PME industrielles qu'il peut y avoir en Allemagne, chose qui est un peu moins vrai en France. Alors, on a plutôt des organisations assez silotées, même si elles travaillent ensemble. En tout cas, les systèmes d'information sont un peu plus silotés, un peu plus cloisonnés que ce que l'on peut constater sur les périmètres allemands. À l'inverse, si on regarde les autres types de sinistres, sur les compromissions d'actifs exposés ou actifs internes, on se rend compte qu'on est sur une inversion des chiffres, avec du coup la France qui a des fréquences de sinistres plus élevées que sur l'Allemagne. Alors, encore une fois, toujours un petit peu compliqué de bien identifier les raisons, les causes racines de ces éléments-là. Ce que nous, on note, tout d'abord, c'est qu'en Allemagne, les équipes IT, qu'elles soient internes ou prestataires, sont souvent très vite embarquées dans la réponse à un incident et parfois même opèrent des actions par eux-mêmes avant de penser à nous déclarer le sinistre. Donc, il y a un traitement peut-être plus proactif côté allemand, ce qui génère aussi d'autres petits soucis par la suite parce qu'on a des facteurs aggravants, mais je vous en reparlerai par la suite. Mais en tout cas, on a peut-être plus d'incidents traités en interne ou avec les prestataires IT habituels. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, on a tout de même globalement une meilleure hygiène de base. Et donc, c'est pour ça que les compromissions d'actifs sont probablement également un petit peu moins élevées comparé à ce que l'on peut trouver en France. Donc, en France, on a vraiment fortement lutté contre le ransomware et ça se ressent effectivement dans nos chiffres. On a peut-être un petit peu délaissé l'hygiène classique, l'hygiène de base. À l'inverse, en Allemagne, c'est quelque chose sur lequel ils ont pas mal insisté.
Donc, je vous l'ai dit, hein, on va faire deux gros focus par la suite de notre présentation. Un focus sur la fraude, un focus sur le ransomware. La fraude, très clairement, c'est assez massif, hein. Je vois qu'Antoine a publié là que nous avons enregistré plus de 700 incidents en 2025. Donc, c'est quand même assez énorme comme volume. Quand vous reprenez 60% d'incidents liés à un email, ça fait énorme. Ça fait vraiment beaucoup de sinistres traités sur cette thématique-là. Et pourquoi? Tout simplement parce que sur l'année 2025, on a vu quand même pas mal d'utilisation de l'IA générative qui aide clairement les actions de fraude, les actions de compromission de boîte mail, parce que les mails de phishing sont très bien écrits, parce que on peut facilement créer des sites de phishing, des faux sites. On peut créer très facilement maintenant un clone de la voix de dirigeants, de directeurs financiers, etc. Donc, globalement, la fraude, ça marche, ça ramène beaucoup d'argent pour les cybercriminels, malheureusement. Et toutes les organisations peuvent à un moment être victimes de fraude. Et j'y reviendrai sur les statistiques par la suite. Et le ransomware, évidemment, la menace qui a les plus grosses conséquences financières lorsqu'elles arrivent, tout simplement parce qu'on va parler d'interruption d'activité. Donc, les organisations ne peuvent plus travailler, elles sont vraiment complètement à l'arrêt ou partiellement à l'arrêt, mais avec des impacts sur la capacité à générer du chiffre d'affaires qui sont vraiment très, très, très conséquentes. Donc, on va y revenir dans quelques instants sur un focus dédié sur les ransomware. Des petits points d'intention également sur les… Vincent, Oui. est-ce que tu veux prendre la question d'Aurore qui dit, est-ce que si un client a un doute, peut-il vous envoyer un mail afin de savoir s'il s'agit effectivement d'un mail frauduleux? Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai même deux réponses là-dessus. Il ne faut jamais hésiter à nous solliciter. Et ça, je fais écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, oui, s'il y a un doute, ne pas hésiter à nous solliciter. On va pouvoir essayer de diagnostiquer, en tout cas, est-ce que ce mail est malveillant ou non. Et deuxième élément, on a créé un produit qui s'appelle Email Security, Stoic Email Security, qui vise justement à analyser en temps réel la potentielle fraude qui arriverait par email. Donc, j'en reparlerai dans quelques minutes également quand on fera le focus sur la fraude. Mais oui, on a des solutions aujourd'hui qui permettent de lutter efficacement, en tout cas plus efficacement, contre la fraude et contre la compromission de messagerie. Donc, j'y reviendrai dans quelques minutes du coup. Pour revenir du coup sur les points d'entrée qu'on a pu constater, les attaquants utilisent désormais beaucoup d'outils dits de confiance, à savoir un lecteur PDF, des extensions dans votre navigateur, dans votre Chrome, dans votre Firefox, dans votre Edge, bref, peu importe ce que vous utilisez. Désormais, c'est quand même assez facile de se dire je vais ajouter une extension pour automatiser une tâche, pour enrichir une autre tâche, etc. Eh bien, il faut se dire que dans l'année 2025, on a vu pas mal de compromissions d'extensions de navigateur, pas mal de compromissions de lecteurs PDF ou des compromissions d'outils de développement. Vous voyez noté sur cette page, on parle de package NPM, ce sont des outils de développement utilisés par des équipes techniques. Et on a eu des attaquants qui ont compromis ces éléments-là. Et lorsqu'ils les compromettent, ce n'est pas juste une victime, ce sont tous les utilisateurs de ces outils-là qui se retrouvent être victimes, ou en tout cas vulnérables, par l'attaque qui a été menée sur l'outil initial, sur ce logiciel dit de confiance. Donc clairement, ça, c'est un gros sujet. J'y reviendrai par la suite parce que comment dire, ça devient difficile finalement de réussir à identifier qu'est-ce qui est malveillant et qu'est-ce qui est normal sur un système d'information. Les attaquants utilisent de plus en plus ce qu'on appelle des LOLBAS, Living of the Land. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'attaquant ne va pas utiliser de malware. Il ne va pas utiliser de code malveillant. Il n'a pas un outil spécifique. Il va utiliser les outils qui sont disponibles sur le système d'information de sa victime. C'est donc encore plus compliqué pour les équipes de défense, pour les capacités de détection, de tirer le vrai du faux. Qu'est-ce qui est un comportement légitime vis-à-vis de cet outil, de qu'est-ce qui est un comportement illégitime. Et c'est là où on a toute notre expérience, toute notre expertise et tous les outils qu'on a pu construire, qu'on peut déployer avec nos assurés, qui nous permet d'aller clairement un cran plus loin et de comprendre et de tirer finalement le vrai du faux de l'utilisation légitime d'un outil normalement standard. Vincent, je t'interromps avec deux questions.
Quel est le coût moyen d'un sinistre, nous demande Stéphane. C'est pas un chiffre qu'on a mis de manière explicite dans le rapport parce que ça dépend énormément du type de sinistre dont on parle. La fraude va avoir un coût moyen beaucoup plus faible que le ransomware, mais elle représente l'essentiel des incidents, comme le disait Vincent. Le coût moyen, la fraude moyenne, Vincent, tu as une idée, je dirais autour de 50 000 euros. Ouais, dans ces eaux-là. Et Sachant le que ransomware moyen, oui. on y viendra tout à l'heure. Ouais, mais ne serait-ce que sur la fraude, en fait, on peut avoir des énormes variations. Il y avait des fraudes à quelques milliers d'euros, comme on a eu des fraudes à plutôt quelques millions. Donc, on n'est pas du tout sur le même. Voilà, c'est compliqué du coup de donner un chiffre moyen parce qu'il n'a pas énormément de sens en réalité. Et côté ransomware, on a les montants de rançon moyens exigés. En revanche, le coût réel, l'impact réel, celui-là, il est effectivement aussi assez compliqué à calculer. Et comme Jules l'a dit, ça dépend complètement du profil de l'organisation qui est en face. Et je prends rapidement la deuxième question d'Olivier qui demande le taux d'équipement des entreprises en cyberassurance en comparaison avec les autres pays européens. C'est difficile d'avoir une vue exacte là-dessus, Olivier. Ce que je peux dire, tout le monde dit que c'est entre 5 et 10% des entreprises qui font moins d'1 milliard de chiffre d'affaires, mais c'est très large dit comme ça. Je pense que les entreprises entre 100 millions et 1 milliard de chiffre d'affaires sont plutôt quelque part entre 15 et 20% d'équipement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Allemagne a un taux d'équipement plus élevé que le nôtre. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a eu, je pense que Stoic sur ce segment, moins d'1 milliard aujourd'hui de chiffre d'affaires en France, on est 2 fois plus gros que le deuxième plus gros acteur. Donc je pense qu'on a 2 fois plus d'assurés que le deuxième qui doit être AIG, à peu près en France. En Allemagne, on n'est pas encore les premiers. Et c'est une raison pour laquelle le marché, alors qu'on a un gros portefeuille, et c'est une des raisons pour lesquelles le marché est plus développé, c'est qu'il y a eu plus d'acteurs comme Stoic qui sont arrivés plus tôt et donc qui ont passé plus de temps avec des courtiers partenaires à les sensibiliser aux risques et à leur donner les moyens d'en parler à leurs clients, ce qui a permis d'avoir un équipement plus fort. Et en Allemagne, dès 2018, il y a un acteur qui s'appelle Cogitanda qui a beaucoup évangélisé les courtiers allemands et donc qui a permis de faire cette évangélisation qu'on a faite en France et qui contribue au taux d'équipement des entreprises. Donc voilà, l'Allemagne, je ne sais pas vous dire exactement à quelle proportion, est plus équipée qu'en France. L'Espagne l'est moins, parce que pour le coup, on est arrivé en Espagne dans un marché où il y avait des acteurs traditionnels, mais il n'y avait pas d'acteurs innovants comme on peut l'être quand on arrive sur un marché. Pour continuer, du coup, je vais aller assez vite sur cette partie-là, mais sur la répartition sectorielle, il faut se dire que tous les secteurs sont globalement visés par les cyberattaques. Il n'y en a pas, il y a pas de secteur qui n'a eu aucune attaque sur l'année 2025. Par contre, on en a certains qui s'en prennent peut-être un petit peu plus. On voit typiquement que le secteur ici, commerce de gros hors automobile, est premier en termes de fréquence sur les risques de ransomware et également premier sur les risques de fraude. On voit architecture, ingénierie, activité technique, deuxième sur la rançon, quatrième sur la fraude. On voit que lorsqu'une organisation est souvent ciblée par un type de sinistre, en réalité, c'est globalement la cybersécurité de ce secteur-là ou de ces organisations-là qui peut être clairement améliorée. Autre élément intéressant, c'est globalement tout ce qui est lié à la fraude, à la compromission de boîtes mail, donc de compromission de messagerie, etc. On le voit quand même un petit peu plus également dans les secteurs qui ont justement l'habitude d'échanger des mails, de faire beaucoup de facturation, d'avoir beaucoup d'échanges avec des fournisseurs, avec des partenaires. Ces organisations-là sont beaucoup plus susceptibles finalement d'avoir des sinistres de type fraude ou compromission de messagerie parce que un de leurs outils principaux, en tout cas, c'est l'email. Et donc, c'est assez cohérent avec leur usage. En termes de saisonnalité des sinistres, c'est pareil, c'est toujours un petit peu compliqué à identifier. Ce qu'on a noté, en tout cas sur l'année 2025, c'est qu'entre février et mars, on a eu une assez forte hausse des ransomware. On a fait plusieurs semaines d'affilée à avoir un ransomware par jour. Donc, c'est quand même assez conséquent. C'est vraiment énorme, hein. Ce pic-là a été vraiment très important. Son explication,
encore une fois, toujours un petit peu compliqué quand on n'est pas directement du côté des cybercriminels, bien sûr. Mais sur les mois qui ont précédé, donc entre décembre et janvier, décembre 2024 et janvier 2025, on a eu pas mal de vulnérabilités qui ont été publiées sur ce qu'on appelle des équipements de bordure. Donc, on parle souvent de VPN. Et donc, on a eu beaucoup de vulnérabilités sur ces équipements-là. On peut considérer donc que la hausse des ransomware qu'on a eu sur Mars peut venir d'une exploitation assez massive des équipements de bordure vulnérables qui ont donc été compromis par les différents cybercriminels. Sur la période de juillet-août, on a plutôt de l'ingénierie sociale qui est arrivée en masse. Donc, par ingénierie sociale, c'est tout ce qui va être lié à la fraude, tout ce qui va être lié aux compromissions de messagerie. Et ça s'explique également vis-à-vis de la période de l'année. Globalement, on est sur l'été, on est sur des vacances. Bien souvent, les process de validation interne sont peut-être un peu moins bien suivis. Typiquement, si on a un process qui implique la validation de 2 personnes et que pendant les vacances, il y en a une des deux personnes n'est pas là parce qu'elle est en vacances, forcément, le process est amoindri, il est affaibli. Les attaquants ont bien connaissance de ces phénomènes-là et vont tirer parti de ces faiblesses d'organisation, ces faiblesses de process au bon moment. C'est pour ça qu'on a ce petit pic concernant les fraudes et compromissions de messagerie sur l'été. Et enfin, on a noté en octobre-novembre une hausse des vols d'identifiants. Pareil, toujours très difficile à estimer les raisons. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait eu des campagnes assez massives de déploiement de nouveaux infostealers sur cette période-là. Donc, les infostealers, ce sont des malwares, des virus qui vont s'installer sur un système, sur un ordinateur, et qui vont aller aspirer tout ce qui est lié aux identifiants. Donc, les logins, les mots de passe, les secrets, les cookies de session. Voilà. Pardon. Bref, tout ce qui permet à un individu malveillant de se faire passer pour un utilisateur légitime. Donc ces outils-là, c'est vraiment une plaie. Je vous en reparlerai encore une fois un petit peu après, parce que c'est vraiment un combat assez intense que l'on a contre eux. Et bien sûr, quand on voit ce type d'éléments-là, une hausse du vol d'identifiants, on sait que par la suite, ils vont être exploités. Et donc, on en reparlera l'an prochain, mais sur début d'année 2026, on va retrouver à nouveau des ransomware utilisant les comptes qui ont été volés et puis l'ingénierie sociale, à nouveau utilisant des comptes qui ont pu être volés au travers des infostealers. En termes de profil d'entreprise… Pardon, je ne t'ai pas coupé. Vincent, j'ai une question qui est, je pense, très intéressante de Cyril Cousser qui nous demande, dans le cas de paiement de rançon demandé, quel est le pourcentage des pirates qui fournissent le mot de passe de déblocage ou la clé de déchiffrement? Lorsqu'il y a négociation et paiement de rançon, alors, 2 choses. Ça fait partie du business model des attaquants. S'ils ne nous donnent pas les outils de déchiffrement, alors ce n'est pas juste un mot de passe, mais c'est un outil complet, mais du coup, s'ils ne nous donnent pas l'outil de déchiffrement, ça va très vite se savoir dans la communauté que ce groupe n'est pas de confiance. Il n'y a aucune raison de les payer parce que si on les paye, de toute manière, on n'arrive pas à débloquer nos systèmes. Donc, il est de leur crédibilité, je veux dire, de donner les clés de déchiffrement ou les outils de déchiffrement. Donc, voilà, quand on veut payer pour débloquer les systèmes, on n'a pas eu de cas dans lesquels on n'a pas eu les outils de déchiffrement. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, chez Stoic, les quelques rançons qu'on a eu à payer, on ne les a pas payées pour débloquer les systèmes, mais plutôt pour empêcher la publication de certaines données qui avaient été volées par les cybercriminels. Ça, je pense que c'est un point qui est important à avoir en tête. J'y reviendrai lorsque je parlerai des sauvegardes, mais on a des moyens pour pouvoir reconstruire un système d'information, pour pouvoir reconstruire des données sans nécessairement avoir besoin de payer la rançon. En revanche, pour pouvoir bloquer la publication des données, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, sachant que, encore une fois, quand on paye une rançon, on paye un cybercriminel, on n'a pas vraiment confiance en lui, donc les données qu'il a pu voler, on n'a en réalité aucune certitude sur le fait qu'il les ait réellement supprimées après paiement de la rançon. Monsieur ? Si je prends un exemple dont je me souviens il y a quelques mois, et un client allemand, donc c'est même pas en France, mais je me souviens de la discussion que j'avais à cette époque-là, je ne sais pas si c'était avec toi Vincent ou avec Alexandre, c'était un client institution financière qui gérait la donnée de beaucoup de clients très fortunés en Allemagne, et donc il y avait un ransomware, une demande de rançon,
Nous, l'équipe de Vincent s'est vite mise en ordre de bataille pour pouvoir faire repartir le système informatique de l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le vrai risque, c'était que l'attaquant qui avait filtré la donnée la fasse fuiter, parce que là, tous les clients riches qui voient la donnée sur leur patrimoine financier géré par cette institution, ça aurait été une catastrophe pour l'assurer. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a considéré le paiement de la rançon pour éviter que ça n'arrive, et ça n'est en effet pas arrivé. Je passe du coup à ce sujet, le profil d'entreprise. Globalement, ce qu'on peut constater, c'est que lorsqu'on est une organisation qui fait plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a une chance sur deux de nous déclarer un sinistre dans l'année. Et ça, c'est une statistique assez intéressante. Elle diminue très fortement. Quand on arrive sur une entreprise qui fait entre 0 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est un petit peu en dessous des 10%. Alors, ne vous méprenez pas lorsque vous allez lire ce graphe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque quand on est une petite structure. Pas du tout. On a quand même presque une chance sur 10 de se prendre un sinistre dans l'année quand on est une structure de taille modeste. En revanche, effectivement, au plus on va avoir une organisation qui génère du chiffre d'affaires, au plus on a probablement un système d'information complexe, ou en tout cas plus complexe, plus exposé, plus sensible notamment au shadow IT, donc le fait d'avoir de l'informatique qui n'est pas directement gérée par les équipes informatiques, justement. On a aussi plus de capacité de détection et on a globalement des process qui sont un peu plus robustes, on va dire, pour solliciter la cyberassurance. Donc c'est aussi pour ça qu'au plus on va avoir une organisation mature en cybersécurité, au plus elle est finalement à même de nous déclarer des sinistres. J'insiste quand même plutôt à l'inverse sur ce chiffre qui est immense, mais qui est de se dire que quasiment une entreprise sur 4 qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires déclare un sinistre sur un intervalle de temps de 12 mois. Et on a des grands volumes d'entreprises entre 50 millions et 1 milliard. Donc, c'est un chiffre qui commence à devenir représentatif. Une sur 4 va déclarer un sinistre. Pour certains, ça va être anecdotique. Ça va être un petit quelque chose qui n'a pas encore arrêté complètement le système informatique de l'entreprise, mais au moins une anomalie cyber. Pour une sur 4, c'est quand même dingue. Et donc, Emmanuel, 50% des entreprises, si on prend les boîtes de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires de Stoic, donc pareil, on a plusieurs centaines d'entreprises qui font entre 250 millions d'euros et 1 milliard ou même un peu plus. Une sur deux de ces entreprises qu'on assure, sur les 12 derniers mois, nous a déclaré un sinistre. Une sur deux. Et c'est un chiffre qui est assez marquant, mais qui est réel. Je rentre désormais dans le focus sur les ransomware. Il va y avoir plusieurs statistiques différentes. La première, celle-ci, c'est l'intensité finalement des ransomware. On a une augmentation assez franche du temps passé, du temps moyen passé par nos équipes sur les sinistres de type ransomware. Pas forcément temps, mais en tout cas charge passée. Vous voyez, en 2023-2024, on est aux alentours de la trentaine de jours hommes passés. Sur 2025, on est à 48 jours hommes. Alors, ça s'explique encore une fois de différentes façons. La première, c'est vis-à-vis de la reconstitution, la reconstruction du système d'information. On a une augmentation de notre charge de un peu plus de 20%. Pourquoi? Tout simplement parce que les systèmes d'information sont clairement de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectés entre eux, et notamment de plus en plus hybrides. Par hybride, j'entends à la fois le système d'information dit on-premise, celui qu'on héberge, qu'on auto-héberge, et également celui qui va être dans le cloud, ou celui que l'on va aussi faire héberger par un prestataire qui va faire le data center, qui va faire notre data center. Donc, on a de plus en plus de parties prenantes également à coordonner, ce qui rajoute une certaine complexité et un temps de reconstruction qui est nécessairement plus élevé, en tout cas une charge qui est nécessairement plus élevée. En termes d'efforts d'investigation, également, très forte augmentation qui s'explique également au travers de différents éléments. Le premier, c'est le besoin de certaines organisations de pouvoir montrer patte blanche vis-à-vis de la situation à leurs partenaires. Je m'explique. C'est très fréquent, très courant désormais
Lorsqu'une organisation est victime d'une cyberattaque type ransomware, la grande crainte de ses partenaires, de ses clients, c'est d'être infecté à cause de cette organisation-là. Et donc, c'est très classique. On est au courant que cette organisation est victime d'une cyberattaque de type ransomware, et ben on va couper tous les flux, toutes les connexions que l'on peut avoir avec cette organisation. Et pour pouvoir rétablir les activités, ben, il va falloir que l'organisation victime puisse montrer patte blanche. Et montrer patte blanche, bien souvent, ça va prendre la forme d'un rapport un peu spécifique dans lequel on va montrer tous les éléments d'investigation qui ont été identifiés, qui ont été analysés, et qu'on apporte une preuve comme quoi, effectivement, l'attaquant n'est plus là. Et voilà tout ce que l'on a vu, tout ce que l'on a fait vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est première raison. Et deuxième raison, et ça, c'est un petit peu plus côté périmétralement, mais on a une pression réglementaire qui est accrue vis-à-vis des organisations en Allemagne, qui nécessitent du coup des rapports d'investigation qui sont plus conséquents que ce qu'on a pu avoir avant. Donc forcément, ces efforts d'investigation, c'est à la fois l'opération en tant que telle d'investigation, mais également la formalisation des rapports d'investigation qui prend un temps non négligeable. Sur les conseils stratégiques, on a une petite diminution, à moins 4%, c'est pas énorme, mais c'est à noter tout de même. Globalement, le conseil stratégique, on va regrouper dedans tout ce qui est conseil vis-à-vis de la communication de crise. Donc, typiquement, on aide nos assurés victimes de cyberattaques à formaliser leurs éléments de langage pour la communication, qu'elle soit interne, qu'elle soit externe, partenaire, grand public, journaliste, etc. On accompagne également ces organisations dans leurs obligations réglementaires, notamment le dépôt de plainte pour la France en particulier, et puis les obligations de notification aux différentes CNIL européennes, notamment vis-à-vis du RGPD. Ce qu'on a noté, c'est que globalement, les organisations sont un petit peu plus matures sur le volet notification réglementaire. Donc, on a eu un peu moins d'efforts à passer de notre côté sur l'accompagnement des DPO à la notification auprès de leur CNIL suite à sinistre cyber. Enfin, petite augmentation côté neutralisation et éviction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que neutralisation et éviction, c'est le fait de rejeter l'attaquant du système d'information. Pourquoi est-ce qu'on a cette petite augmentation? C'est très lié à ce que je vous avais dit tout à l'heure au début. Les attaquants utilisent les outils légitimes du système d'information. Donc nécessairement, c'est plus compliqué de rejeter un attaquant du système s'il n'utilise que des outils légitimes. Donc c'est aussi pour cette raison-là qu'on a une petite augmentation de la charge passée dans les actions de neutralisation. Après, les actions de neutralisation et d'éviction, en termes de temps effectif, c'est très très court, parce que ce sont vraiment des actions coup de poing qui nous permettent de rapidement sortir l'attaquant afin de commencer les actions de remédiation plus long terme. En termes de points d'entrée utilisés par les attaquants qui ont Vincent, je Ouais. t'alerte juste sur le fait qu'il nous reste une quinzaine de minutes. Tu as certainement le timing en tête. Et je voulais redire aussi à notre assistance de ne pas hésiter à nous interrompre et à nous poser toutes les questions qu'il faut sur la partie ransomware. On sait que là, c'est le webinaire de l'année où on rentre un peu le plus dans la technique, mais on trouve, je pense, ça très bien pour que vous puissiez parler des sinistres ensuite à vos assurés. Voilà, c'était juste un petit rappel là-dessus sur le timing. Point d'entrée classique sur les attaques de type ransomware, 40% d'exploitation de vulnérabilité technique. Donc, globalement, j'ai parlé des équipements de bordure tout à l'heure qui étaient vulnérables. On a 40% des sinistres de ransomware qu'on a eu à gérer où les attaquants sont rentrés par là et 40 autres pourcents où les attaquants sont arrivés directement avec des identifiants valides, ce qui implique que les identifiants ont été volés au préalable, que ce soit par phishing, que ce soit par infostealer. Ça, on ne le sait pas nécessairement. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'ils arrivent directement avec un compte valide sur les systèmes d'information des assurés. On a 20% d'inconnus. C'est assez classique également, parce que les traces ont pu être supprimées par l'attaquant. Elles ont pu être supprimées par les équipes IT internes ou prestataires de l'assuré, parce qu'elles ont voulu prendre des actions de remédiation, ils ont voulu restaurer des sauvegardes, etc. Et malheureusement, ils ont effacé des traces, ou tout simplement, le système ne produisait pas de traces. Donc, si on n'a pas de traces pour réaliser l'investigation, nécessairement, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir investiguer. Voilà.
Vis-à-vis de ces deux grands canaux, du coup, vulnérabilité technique et identifiant, qu'est-ce que l'on fait? Chez Stoic, vous le savez, on a notre plateforme Stoic Protect qui nous permet de réduire drastiquement le nombre de vulnérabilités critiques exposées par les systèmes d'information de nos assurés. Donc ça, c'est déjà un premier gros point. Et malheureusement, eh bien, il reste tout de même 20% des cas de ransomware qu'on a eu à traiter qui auraient pu être évités si justement les assurés avaient mis en place les quelques correctifs qu'on avait pu leur proposer. Donc, un ransomware sur 5 aurait pu être évité si on avait une utilisation directe de nos recommandations et de nos outils. Donc ça, pour nous, c'est un marqueur comme quoi on doit continuer à pousser auprès de nos assurés, avec vous, avec nos courtiers partenaires, pour réussir à faire correctement utiliser les outils et surtout dans un timing qui, malheureusement, qui est très contraignant vis-à-vis des attaquants. Vis-à-vis des infostealers, donc je vous expliquais un petit peu ce que c'était avec ces outils qui volent les identifiants, les secrets, les jetons d'authentification, les cookies de session, etc. Donc, très clairement, c'est une vraie plaie. Nous, pour lutter contre ça, on a plusieurs éléments. Premier élément, notre service MDR, à savoir, à partir du moment où on constate qu'il y a un malware de type infostealer qui se déploie sur un système, on va réagir très rapidement pour nettoyer, bien sûr, mais également pour faire renouveler les différents secrets qui ont pu être compromis. Donc ça, c'est déjà un élément très, très important. Autre élément, on a pas mal investi sur l'année 2025 dans le renforcement de nos capacités de threat intelligence, donc de renseignement sur la menace, et notamment sur la détection des fuites d'identifiants. Bien sûr, aujourd'hui, malheureusement, notre service MDR n'est pas déployé sur l'ensemble de nos assurés, donc il reste pas mal d'organisations vulnérables. Toutes ces organisations-là, on arrive à détecter les fuites de données, notamment les identifiants qui ont été volés sur ces organisations-là au travers de notre outil de scan externe qui identifie ces fuites de données-là. Donc, deux gros sujets, MDR d'un côté et puis Stoic Protect et globalement notre renforcement de nos capacités de threat intelligence pour capter les fuites d'identifiants. Et bien sûr, un des moyens de lutter contre ça, c'est évidemment de déployer l'authentification multifacteur. C'est bien sûr pour ça qu'on insiste très souvent dans nos contrats, dans les calls de risk assessment, etc., pour faire déployer cette petite option de sécurité, qui n'est pas vraiment une option en réalité. Alors quelques autres statistiques, bien sûr. Le temps moyen passé par un attaquant avant qu'il soit détecté, encore une fois, c'est vraiment focus sur les cas de ransomware. Temps moyen, c'est 22 jours. Donc pendant 22 jours, l'attaquant s'est introduit dans le système d'information, s'est un petit peu baladé dans le système d'information, a élevé ses privilèges, est devenu maître du système d'information, a volé les données et ensuite a chiffré. C'est bien souvent au moment du chiffrement qu'on le détecte. Donc c'est pour ça qu'on a ces 22 jours. Mais avec un temps médian qui est tout de même de 6,5 jours. Donc, ce qui implique, quand on comprend cette différence entre moyenne et médiane, qu'il y a certains attaquants qui restent dans les systèmes d'information pendant des périodes très très longues et qui ne font pas que déclencher un ransomware à la fin, mais qui ont bien volé des données, qui ont probablement exploité également ces données de manière malveillante. Autre statistique dont on est très fier aujourd'hui, c'est sur l'ensemble de nos assurés qui sont également équipés de notre service MDR, du Stoic MDR. Donc on a plus de 500 organisations qui sont protégées. On n'en a aucune qui a subi d'attaque par ransomware sur l'année 2025. Donc ça, c'est quand même très très intéressant, très important pour nous à noter. Ça montre que lorsqu'on peut allier des outils efficaces avec des équipes expertes disponibles en 24/7, on arrive à faire la différence. En tout cas, on arrive à lutter efficacement contre la menace des ransomware. Une question d'Olivier qui demande si on peut revoir le tarif du MDR proposé, le coût étant souvent un obstacle majeur, notamment pour une grosse organisation. Ravi de parler de dossier par dossier, Olivier. Souvent, les grosses organisations sont déjà équipées d'outils de surveillance, de management et de détection
des postes de travail, des terminaux de travail. Donc, souvent, ils ont déjà un MDR en place. Est-ce qu'on est Notre positionnement sur le marché, c'est pas d'arriver en disant on va être moins cher, parce que ce qu'on veut, c'est offrir de la bonne cybersécurité à nos assurés. Donc, on a choisi des partenaires qui sont des partenaires qui permettent d'offrir le meilleur niveau de cybersécurité. Et on a une équipe de management, Vincent, Antoine, Xavier et la vingtaine de collaborateurs dans leurs équipes, qui est vraiment de bon niveau. Ensuite, on veut pouvoir s'aligner avec le marché. Donc, a priori, c'est assez rare qu'on soit dans des niveaux de tarifs qui soient très éloignés de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Mais je vous laisse, Olivier, me revenir ou revenir vers les équipes commerciales dossier par dossier, parce que si c'est le cas, parfois on est capable de pouvoir faire un effort, mais pas substantiel non plus, parce que le service qu'on délivre reste d'une qualité assez unique, même pour des grosses organisations. Quel est le coût estimé des solutions MDR ou EDR en pourcentage du coût de la prime? J'aimerais bien vous répondre comme ça, Cyril. On essaye de travailler sur une approche MDR qui soit plus facilement lisible pour vous sur le coût par rapport à la prime. Mais en fait, c'est deux manières de tarifer qui sont différentes. Le MDR, c'est le nombre de postes qu'on va protéger. Donc, selon qu'il y a 10, 20, 50 ordinateurs, téléphones à aller surveiller, ça va être un coût par mois par poste. Alors, pour la prime, ça dépend du risque. Alors, le risque va dépendre du nombre d'employés en partie, mais aussi du chiffre d'affaires, du secteur d'activité, etc. Donc, je dirais qu'en moyenne, le coût du MDR, de l'EDR managé, est légèrement supérieur au coût de la prime. Pas drastiquement, mais les coûts sont à peu près comparables. Mais c'est vraiment de la moyenne. Parfois, ça peut être beaucoup plus élevé, parfois, ça peut être beaucoup moindre. Et je voyais une autre question dans le chat. Si en cours de contrat, le client oublie de nous déclarer une augmentation de CA et qu'un sinistre survient, êtes-vous susceptible de lui appliquer une RP de prime, c'est un rappel de prime, c'est ça, sur le règlement des sinistres, dommages directs, PE, ransomware, etc. Vincent, je ne sais pas si tu veux la prendre, cette question. La première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, l'incident du règle proportionnelle, pardon. Quoi qu'il arrive, l'incident va être pris en charge par notre équipe de réponse à incident, même s'il y a une erreur dans la déclaration. Merci pour tous les... Vous voyez bien que j'ai beau devenir expert de l'assurance année après année, il me manque encore des termes de base. On n'a jamais facturé une prime a posteriori à un client qui a déclaré un sinistre parce que le chiffre d'affaires n'était pas à jour. On lui demande de se mettre à jour pour le renouvellement. Ce qui peut se passer, c'est que l'estimation de la perte d'exploitation va être faite sur... si la perte d'exploitation, si perte d'exploitation il y a et que le chiffre d'affaires n'était pas le bon, on ne va pas pouvoir couvrir la perte d'exploitation dans sa globalité parce que on a estimé la prime sur la base d'un chiffre d'affaires qui est plus faible. Mais on va pas demander un rappel de prime a posteriori. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais en tout cas, c'est un cas qu'on voit de temps en temps, malheureusement, et il faut que l'écart de chiffre d'affaires soit significatif pour que ça ait un impact. Si ça s'agit d'une dizaine ou d'un peu moins d'une vingtaine de pourcents, ce n'est pas des choses qui vont avoir un impact fort. Je me permets d'avancer un petit peu, du coup, sur les quelques dernières statistiques. 7 minutes. Une sur les sauvegardes, vous savez, on insiste beaucoup sur ce sujet-là, c'est pas pour rien. Je vous explique comment lire le petit graphique que vous avez sous les yeux. Globalement, on a relancé, suite à ransomware, les systèmes d'information et les activités métiers de 6,67% d'organisation sous 3 jours. Et le dénominateur commun de ces 6,67% organisations, c'est que 100% d'entre elles avaient des sauvegardes directement utilisables et bien configurées. C'est-à-dire, par bien configurées, on entend soit des sauvegardes dites immuables, donc non altérables par quiconque, soit des copies déconnectées, effectivement utilisables. Donc ça, c'est ça ce qu'on entend par les 100%. Et donc, si on prend à l'opposé du spectre, les 11%, voire même les 55% qui ont mis plus de 7 jours pour pouvoir être relancés, eh bien, ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils n'avaient pas forcément des sauvegardes de très bonne qualité, ou alors elles étaient vraiment très partielles, ou alors en réalité, on s'est rendu compte que les sauvegardes n'étaient plus faites sur les supports déconnectés depuis plusieurs mois.
Et donc, nécessairement, ça implique pas mal de délais supplémentaires dans la capacité de relance des activités. Sur les sujets de fraude, j'avance dessus. Je vous ai dit, il y a une statistique qui est assez choquante tout de même. C'est la statistique de récurrence. Sur l'année 2025, donc on a 10% des entreprises qui ont été victimes de fraude ou de compromission de messagerie qui ont subi au moins 2 incidents du même type dans la même année. Et au-delà de ça, on a même 5% des entreprises qui ont été touchées en 2025 qui ont subi un ou plusieurs incidents par le passé, donc avant 2025 également. Donc il y a une vraie notion de récurrence de ce type de sinistre-là qui s'explique par la manière dont les attaquants s'y prennent pour réaliser ces attaques. Ils vont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voler des cookies de session, des jetons, des mots de passe, etc. Si tous ces éléments-là ne sont pas correctement réinitialisés, l'attaquant va pouvoir les réutiliser. Autre élément, à partir du moment où l'attaquant est rentré une fois, il a pu voler de la donnée, il a pu voler des mails, il a pu voler des factures, il a pu voler de la documentation sur les process internes, etc. Et avec toute cette connaissance qu'il a pu voler, qu'il a pu acquérir, plus tard, il va rejouer son attaque, où il va s'intégrer au bon endroit avec le bon fournisseur, etc. Donc, c'est vraiment un sujet à avoir en tête, la récurrence derrière du sujet de la fraude et de la compromission de boîte mail. Et puis derrière ça, on a également les sujets d'IA. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, générer des messages vocaux avec la voix du président, c'est malheureusement devenu très facile. Les emails de phishing, on peut très facilement bien les écrire désormais. On peut également créer des faux sites, on peut créer plein de choses qui accentuent finalement la fraude. Et c'est bien ça le cœur de l'IA aujourd'hui, en tout cas sur l'année 2025 plutôt, c'est que l'IA a été un accélérateur de sinistres, en tout cas l'accélérateur d'attaques, et pas nécessairement un créateur de nouveaux types de sinistres. Et ça, j'en reparlerai dans quelques instants également. Autre risque sur lequel on a pu intervenir dans l'année, tout ce qui est lié à la supply chain, donc à la chaîne d'approvisionnement, notamment logiciel, les prestataires, les plateformes cloud, etc. On a eu plusieurs incidents, plusieurs sinistres, où on a une organisation type prestataire, type ESN, qui, derrière sa compromission, va impacter des dizaines, voire des centaines d'organisations différentes. Forcément, dans ces situations-là, on doit intervenir de manière coordonnée pour traiter de la situation pour plusieurs assurés en parallèle, tout en délivrant une qualité de service identique pour chacun des sinistres. Ce qui montre notre capacité de passage à l'échelle également sur des sujets de risque systémique. Vincent, une petite question de Mathieu sur est-il possible de voler des jetons de MFA? Tout à fait. Plusieurs manières différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais la réponse courte est oui. On peut voler des jetons de MFA. Et c'est pour ça que si vous regardez un petit peu les nouvelles solutions, on va dire, de MFA, on va parler de number matching, à savoir vous avez un nombre qui va être affiché sur un écran et on vous demande sur un autre terminal, typiquement sur votre téléphone, d'écrire ce nombre. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais oui, malheureusement, sur certains mécanismes, on peut réussir à voler des jetons de MFA. Après, entre mettre en place du MFA, ne pas avoir de MFA et avoir du MFA, on réduit drastiquement, mais vraiment drastiquement, le risque de compromission dès lors qu'on a du MFA. Parce que les attaquants, ça veut dire une étape supplémentaire pour eux s'il y a du MFA, c'est plus compliqué, c'est plus embêtant, donc ils ne vont pas le faire. En tout cas, la question d'Étienne, importante, et ensuite on se laisse une minute pour la synthèse, peut-être un mot de synthèse de ta part et un mot de synthèse de ma part, Vincent. Étienne, on a payé plusieurs sinistres de plusieurs centaines de milliers d'euros en 2025. Le plus gros était pas loin de dépasser 1 million d'euros, était un peu en dessous d'1 million d'euros. Donc voilà, on a sur l'année 2025 les quelques gros sinistres avec de la perte d'exploitation qu'on a eu. Je te laisse le mot de synthèse de ta part, Vincent. Yes, une perspective plutôt cyber. Tout d'abord, on vous a déjà pas mal parlé de NIS2. NIS2 va continuer à creuser un écart entre les différentes organisations, entre celles qui sont régulées et celles qui ne le sont pas. Donc, il y a un vrai risque pour les organisations qui ne seront pas régulées parce qu'ils ne vont pas nécessairement mettre en place de mesures de sécurité comparées à ceux qui sont régulés NIS2. Donc, probablement un peu plus d'attaques à pressentir sur les organisations non régulées. Deuxième élément, l'IA, évidemment. L'IA va continuer
à prendre de plus en plus de place. Elle prend déjà beaucoup, mais elle va continuer à prendre de plus en plus de place. Et l'IA est un élément d'amplification du risque, à la fois sur la probabilité de survenance, mais également sur l'impact. Probabilité parce que tous les outils, désormais, vont utiliser de l'IA, et de l'impact parce que on est en train d'interconnecter des données et des systèmes qui, avant, ne parlaient pas entre eux. On avait une vraie segmentation, une vraie isolation entre ces données et ces systèmes. Maintenant, avec l'IA, on fait un pont et donc on augmente l'impact potentiel des dégâts des différents sinistres. Des attaquants qui gagnent en maturité et donc en capacité, ça veut dire qu'ils vont continuer à avoir des moyens offensifs encore plus élevés. Et bien sûr, la résilience se joue dans l'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que documenter, c'est bien, mais produire de la résilience, c'est mieux. Ça veut dire de définir des responsabilités claires, notamment vis-à-vis des différents écosystèmes. On a parlé des prestataires, on a parlé des clouders, etc. Donc tout ça, ça va bien en tenir compte. Et bien sûr, nous, on est là, côté Stoic, justement, pour accompagner les différents assurés dans cette longue et difficile route de la résilience opérationnelle. Allez, le temps a filé. J'aimerais juste dire un mot de conclusion pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de faire avec Stoic. On vous parle beaucoup à tous, courtiers ou partenaires informatiques, du MDR, qui est une solution de sécurité essentiellement qui vient aider à réduire le risque de ransomware, et de l'email security, de la solution de protection des boîtes mail, qui vient réduire le risque de fraude. Et pourquoi est-ce qu'on crée ces outils? Parce qu'on voit ces chiffres, justement, on voit ce volume de ransomware qui fait mal, donc on crée le MDR, on voit ce volume de fraude qui fait mal, donc on crée la protection des boîtes mail, et c'est toute la logique dans laquelle on est, dans laquelle on veut vous embarquer avec nous, de mettre en place les outils de cybersécurité qui vont aider à réduire les sinistres qu'on voit au quotidien fleurir sur notre portefeuille d'assurés. 12h01, on n'aime pas être en retard chez Stoic. Je ne vous prendrai donc pas plus de temps. J'espère que ça vous a été utile. Vous recevrez le document dans les heures ou jours qui arrivent. Merci beaucoup pour votre participation active. Merci beaucoup.